Le Mont-Saint-Michel, c'est bien plus que 1000 ans d'histoire. Avant même les premiers chrétiens, que se passait-il sur ce mont? Et d'ailleurs, quelle drôle d'idée de s'installer sur un tel rocher, difficilement accessible, avec la mer toujours présente. En 1023 débutent les travaux de l'église abbatiale, millénaire, car au fil du temps, le chantier ne s'arrête jamais. Ce sont autant de merveilles autour de la merveille, le Mont-Saint-Michel, un chantier au péril de la mer. Tradition. Le Mont-Saint-Michel a revu une fois encore la procession qui chaque année célèbre l'anniversaire de l'apparition de Saint-Michel sur le rocher normand. On sait en effet que c'est à la suite de la visite du saint que le moine Aubert, canonisé par la suite, fonda l'abbaye en 709. Cette année encore, les voûtes séculaires ont entendu les prières et les chants des fidèles venus comme leurs ancêtres rendre grâce à leur protecteur. Merveille de l'architecture du Moyen-Âge suscitée par la foi de ses bâtisseurs, le Mont Saint-Michel n'oublie pas son passé. Un passé de grandeur et de paix. Un passé qui ne meurt pas. Journal des actualités françaises en 1947 avec le Mont Saint-Michel. Bonjour Henri Decamps. Bonjour. Corrigez-moi cette archive. Eh bien, Aubert n'était pas un moine, c'était un évêque d'Avranches. Il n'a pas créé une abbaye, il a créé un sanctuaire en l'honneur de Saint-Michel. L'abbaye a été créée beaucoup plus tard, en 965-966. Eh ben voilà, c'est un rappel nécessaire. Avant tout, on peut rappeler ce qu'est ce site absolument incroyable du Mont Saint-Michel. Nous avons tous en vue comme ça ce bâtiment absolument sensationnel avec sa silhouette reconnaissable. C'est un rocher. Qu'est-ce qu'il fait là, ce rocher ? Eh bien, c'est un rocher qui est sorti du magma il y a 600 millions d'années, ainsi que le rocher voisin de Tomblaine et ainsi qu'en Bretagne, dans la province voisine, le Mont Dol. Donc il y a eu quelques failles dans cette région et c'est ce qui a donné ces trois éminences de granulite, un granit à demi-K qui est très, très solide. Avec, vous venez de le rappeler, le Mont Dol qui lui a surgi sur la terre et ce Mont Saint-Michel qui se trouve au milieu des eaux. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mathilde Labattu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, c'est la DRAC. Le Mont Saint-Michel, site remarquable avec toujours cette question de l'eau. Je crois qu'il faut tout de suite parler de l'eau parce que c'est ça qui fait la particularité aussi de ce lieu. Oui, absolument. Je pense que sur le Mont Saint-Michel, on pense toujours à la construction de l'abbaye, aux moyens financiers et techniques qu'il a fallu déployer pour la construire. Mais en fait, le dernier chantier monumental sur le Mont Saint-Michel, ça a été la gestion de l'eau et la suppression de la digue en fait en béton qui avait été construit au 19e siècle. Et le fait en fait de réussir à nouveau à avoir ces marées qui permettent de laisser venir les sédiments et qui permettent aujourd'hui que le mont soit complètement, à certaines périodes de l'année, entouré par de l'eau, comme il était dans le passé. C'est ça qui est absolument merveilleux. Henri Decamps, historien, bibliothécaire, puis directeur de la maison d'édition des universités de l'Université de Rouen, guide conférencier à l'abbaye du Mont Saint-Michel. Pendant combien de temps ? 48 ans, je crois. Pas mal. C'est pas mal. Et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le Mont Saint-Michel. Difficile d'accès au Mont Saint-Michel parce que si nous nous mettons à la place de ces premiers arrivants, c'est pas comme Dol de Bretagne, le Mont Dol où là on marche et puis il y a qu'à monter, il faut avoir un peu de souffle. Pour le Mont Saint-Michel, il y a quand même tout ce qui l'entoure. Il faut traverser la baie, mais depuis, comme l'a dit Mathilde Labattu, depuis la fin du 19e siècle, depuis 1879-80, il y avait une digue, donc c'était assez facile d'y accéder. Mais auparavant, les pèlerins y allaient au péril de la mer, c'est-à-dire qu'ils y allaient à marée basse, et certains se faisaient prendre par la marée, parce qu'il n'y avait pas d'annuaire de marée comme aujourd'hui, et certains mouraient en allant au Mont Saint-Michel. Oui, parce que c'est cette marée qui est très impressionnante dans la baie du Mont Saint-Michel. L'eau remonte particulièrement vite à la vitesse d'un cheval au galop, dit-on. Peut-être un peu exagéré, ça. Oui, c'est une image, mais on a effectivement dans la baie du Mont Saint-Michel les marées les plus puissantes d'Europe. La mer monte à la vitesse moyenne d'1 mètre seconde, ce qui fait du 3,7
4 km/h. Mais à certaines heures du flux, elle peut aller bien plus vite. Et elle peut vous doubler, vous encercler et vous pouvez vous noyer. Ah oui, c'est le piège du Mont-Saint-Michel, de toute cette baie. Ce sont ces marées qui remontent rapidement avec ces bancs de sable où on se croit protégé, puis on est entouré. Puis les sables mouvants, évidemment, faut les évoquer. Mathilde Labattu, ça fait aussi partie de cette mythologie du mont. Complètement. C'est très intéressant de voir cette image que tout le monde a de la marée qui remonte comme un cheval au galop. En fait, on se rend compte que ça participe de tout cet imaginaire qui se crée au 19e siècle sur le Mont Saint-Michel. C'est le moment en fait où les historiens redécouvrent en fait les textes médiévaux. Il y a aussi tout ce courant gothique en fait gothicisant qui a ce goût pour l'esthétique de la ruine, on aime se faire peur en fait un petit peu. Et je pense que le Mont Saint-Michel, du coup, il cristallise à la fois sur cette première notion de cette ruine un peu fantasmagorique, ce lieu dangereux, et à la fois ce monument qui sert de prison en fait à l'époque. Et je pense que nous aujourd'hui, quand on se raconte ces histoires de sable mouvant, on est assez proche de ces idées des hommes du 19e. Et nous pourrions dire également de cette idée des premiers chrétiens qui s'installent ici, parce que ce mont a cet intérêt d'être isolé. Dans la recherche des chrétiens, alors on est à quel moment d'ailleurs quand est construit le premier oratoire ? En 965, 708, 709. Ouais, on est début du 8e siècle. Ouais, c'est vraiment cette période d'évangélisation du lieu. Donc l'endroit retiré peut attirer. Pas d'évangélisation parce qu'il y avait déjà des ermites depuis le 5e, 6e siècle. La Normandie a été christianisée plutôt fin du 4e siècle. Et vous venez de dire le mot ermite. Il y a de ça aussi qui peut être intéressant avec le Mont Saint-Michel. C'est retrouver un lieu comme coupé du monde, malgré tout relié avec le reste du monde. Mathilde Labattu, c'est l'idée de pouvoir s'isoler, c'est ce fantasme de l'ermite. En fait, il y a deux images sur la question du Mont Saint-Michel. Il y a effectivement ce lieu de repli dans un premier temps pour des ermites. Et en fait, on se rend compte aussi aujourd'hui, à travers des études sur tous les sanctuaires qui sont dédiés à Saint-Michel, que les sanctuaires dédiés à Saint-Michel sont des sanctuaires difficilement accessibles. Ça fait partie en fait de l'histoire de ces sanctuaires, d'être placés sur des promontoires. Et on pense que en fait à l'époque les hommes de l'époque cherchaient un petit peu cette difficulté parce que Saint-Michel était aussi un défenseur. Donc en fait non seulement il fallait mériter d'y aller, mais en plus le fait qu'il soit placé entre ciel et terre et qu'il fasse en fait front à la mer, c'était aussi presque une image assez symbolique de Saint-Michel combattant en fait des forces surnaturelles, probablement pas toujours bienveillantes. Pas toujours bienveillantes, avec des sanctuaires dédiés à Saint-Michel. Petit tour en Italie. Benvenuti à Sant'Ambrogio di Torino. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres au nord de Turin. Dario Fracchia, buongiorno. Buongiorno. Vous êtes le maire de Sant'Ambrogio. Quel est donc ce petit bijou qui trône au-dessus de vos têtes ? C'est l'abbaye de Saint-Michel qui date de l'an 1000. Elle est le symbole de la région Piémont et pour nous c'est notre point de référence, le jour comme la nuit. Quand on la voit, on se sent chez nous. Et puis vous avez un plus grand projet que vous essayez de faire aboutir avec l'aide de partenaires français. Oui, nous avons le projet de relier notre sacra au Mont Saint-Michel de Normandie et au Mont Saint-Michel du Gargano dans les Pouilles. Ce sont les trois principaux sanctuaires placés sur la route de Jérusalem. Nous étions en 2012 sur France 3 avec l'évocation de cet autre sanctuaire et même de 16 autres sanctuaires. Quels sont-ils, Henri de Camp? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sanctuaires qui peuvent ressembler au Mont Saint-Michel? Alors, le Mont Saint-Michel a imité un sanctuaire italien, le sanctuaire du Monte San Angelo sur le Gargano, qui est un sanctuaire, ce qui est le premier sanctuaire dédié à l'archange en Occident. Et donc, c'est à la fin du 5e siècle que ce sanctuaire a été créé. Donc le Gargano, c'est le modèle
qu'on a suivi, que Saint-Aubert a suivi en 708, 709. Et quand, en revanche, la Sacra San Michele della Chiesa, près du Val de Suse, qui est un sanctuaire extraordinaire qui domine la plaine du Pô, c'est un sanctuaire beaucoup plus récent, mais qui avait des liens de confraternité avec le Mont Saint-Michel bas normand. Ce qui veut dire que construire un bâtiment sur un site plutôt escarpé, dédié à Saint-Michel, il y a un modèle qui existe déjà en Italie au moment où Aubert, évêque d'Avranches, réfléchit au Mont-Saint-Michel, avec la difficulté de la construction. Parce que c'est ça aussi, vous l'avez dit, hein, Mathilde Labattu, c'est quelque chose qui se mérite d'aller au Mont-Saint-Michel, surtout avant la digue. C'est aussi quelque chose qui ressemble à une prouesse technique de réussir une telle construction. Oui, c'est complètement inédit pour le Moyen Âge. On voit que en fait les hommes à l'époque, ces hommes-là à l'époque médiévale, on n'a pas le nom en fait de l'architecte, mais probablement quelqu'un avec un savoir-faire quand même assez exceptionnel, puisque vous vous retrouvez sur un tout petit rocher extrêmement escarpé. En fait, vous avez donc ces premières cabanes, ensuite probablement un premier sanctuaire, mais on savait pas vraiment à quoi il ressemblait. Et quand on décide en fait de fonder en fait ce qui doit être une abbatiale pour accueillir une communauté monastique, des pèlerins, etc. Donc il faut de la place. Et là, en fait, la prouesse, ça va être de se dire, on va faire des cryptes. On va faire des cryptes, et c'est en fait sur ces cryptes ça va permettre de mettre à niveau le rocher. Et une fois qu'on aura mis les cryptes mis au niveau avec le rocher, on va pouvoir construire la nef, on va pouvoir construire les bras du transept, on va pouvoir construire le chœur. Et c'est ça la prouesse du Mont Saint-Michel, c'est que on a un bâtiment qui repose sur une substructure qui se visite aujourd'hui, mais qui est à l'échelle de l'œuvre, c'est-à-dire monumentale elle aussi. Oui, elles sont cachées, ces cryptes, mais essentielles à ce qu'est le Mont Saint-Michel. C'est elles qui soutiennent l'ensemble. Et on peut rappeler la symbolique de ces cryptes aussi pour l'architecture médiévale, parce que se passe-t-il dans les cryptes? C'est peut-être là où les pèlerins peuvent passer. Il y a aussi ce petit côté mystérieux qui plaît beaucoup avec les cryptes. Et on le voit bien quand on visite une église, une cathédrale, le passage dans la crypte, c'est toujours quelque chose qui crée une émotion. Alors, les cryptes au Mont-Saint-Michel, non seulement elles ont effectivement cette fonction liturgique, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple les cryptes au niveau du chœur, on a toutes les études de Christian Sapin le montrent, les cryptes au niveau du chœur normalement, c'est des cryptes assez importantes parce que c'était là où on mettait les reliques, etc. Au Mont-Saint-Michel, pas du tout. La crypte au niveau du chœur, c'est Notre-Dame c'est la crypte des gros piliers. C'est une forêt de gros piliers. Mais finalement, on n'a pas à cet endroit-là qui serait, on pourrait penser, stratégique, de culte particulier à ce niveau-là. C'est vraiment un endroit qui vient pour soutenir et pour juste faciliter des circulations avec l'accès ensuite vers la salle Belchèze, les autres cryptes, etc. Donc il y a quand même ces petites particularités. Et les cryptes qui sont dédiées au culte, en fait, elles sont sur les bras sur les côtés, sur les bras de la croix, sur les bras du transept. Et puis en fait, bizarrement, au Mont-Saint-Michel, la crypte qui est un petit peu la plus symbolique, la plus importante, c'est Notre-Dame sous terre, où on a donc les historiens cherchent toujours à comprendre comment elle fonctionnait, exactement quelle était sa date de construction, quelle était sa circulation avec la nef, et on pense que c'est probablement là que se trouvait non seulement une partie du sanctuaire originel, mais surtout une partie aussi du trésor du Mont-Saint-Michel, trésor qui aujourd'hui a complètement disparu depuis la Révolution. Qu'est-ce qu'il en reste de tout cela, Henri de Camp, quand l'on visite le Mont-Saint-Michel pour retrouver les traces de ces premières constructions? Quand on visite l'abbaye du Mont-Saint-Michel, on peut découvrir Notre-Dame sous terre, donc c'est cette petite église qui a été construite au milieu du Xe siècle, sans doute par les premiers moines bénédictins qui sont arrivés en 965-966, et cette église qui a remplacé le sanctuaire de Saint-Aubert de 708-709. Il y a une tradition qui le rappelle, les moines du XVIIe siècle, dont Huynh et dont Thomas Leroy, qui ont écrit l'histoire de l'abbaye à une époque où les archives n'avaient pas brûlé, parce que les archives de la Manche ont hélas brûlé en 1944. Ces moines nous disent que dans Notre-Dame sous terre, l'autel sur lequel Saint-Aubert a officié pour la première fois existe
existe encore, quoique à moitié démoli. Voilà, parce que nous avons toujours besoin de guides conférenciers. C'est vraiment merci à vous toutes et à vous tous, parce que c'est toujours ça qui nous donne la possibilité de comprendre ce que nous voyons. Et il faut toujours suivre avec grand plaisir ces guides conférenciers. Le nom de Mont-Saint-Michel remonte au 8e siècle, c'est-à-dire vient des premières apparitions de la légende, des premières apparitions de l'archange à un évêque d'Avranches qui s'appelait Aubert. Et c'est cet évêque qui a construit le premier oratoire du 8e siècle. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses, les invasions normandes, les premiers bénédictins sont arrivés en 966, et c'est cet événement que nous commémorons. Il a commencé aujourd'hui. Et oui, c'est François Hainaut, conférencier pour le Mont-Saint-Michel. Et il était, vous nous disiez... François Hainaut, quand il était étudiant, a créé les premières visites-conférences de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1947-48. Et puis ensuite, il a passé le concours d'inspecteur des monuments historiques et il a fait une carrière d'inspecteur des monuments historiques. Il a écrit plusieurs livres sur le Mont-Saint-Michel. Et là, il s'exprimait dans le Journal de Paris en 1966 avec ici ces premières constructions qui apparaissent, mais faut de la pierre pour construire. Si on prend la pierre du rocher, très vite il y aura plus de rocher, donc faut faire venir de la pierre. Comment fait-on ? Eh bien, lorsqu'on a démarré le chantier de l'église abbatiale il y a 1000 ans, donc en 1023, le duc de Normandie, Richard II, qui était très attaché au Mont-Saint-Michel, car c'est au Mont-Saint-Michel qu'il s'est marié autour de l'an 1000 avec une princesse bretonne, Judith. Et ce duc de Normandie était très généreux et il a donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel les îles Chausée. Et c'est aux îles Chausée que les moines ont été chercher le granit qui leur a permis de construire l'essentiel des bâtiments que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est par la mer que le Mont-Saint-Michel est construit. Mathilde Labattu, que sait-on du chantier ? Parce que pour les chantiers médiévaux, et vous nous l'avez dit, il n'y avait pas d'architecte, enfin, tout cela reste encore difficile à cerner, d'autant que les archives ont brûlé, donc dès lors, il faut supputer. Alors le chantier, déjà pour avoir un beau chantier, il faut beaucoup d'argent. Là, c'est ce que Henri de Camp disait, c'est que le Mont-Saint-Michel a de la chance. En fait, il est assez richement doté par les souverains, duc de Normandie, le duc de Bretagne fera aussi des donations, on va avoir des membres de la famille royale qui viennent s'intéresser. Et puis surtout, il y a tout, ils vont à chaque fois avoir donc de l'argent, mais aussi des terrains avec une production agricole dessus. Et c'est de ça en fait qu'ils vont tirer des redevances qui va permettre d'avoir de l'argent pour alimenter le chantier. Deuxième chose, donc les matières premières, le granit de Chausée qu'on amène par bateau, mais aussi la pierre de Caen, parce que il s'avère que le granit, ça ne se sculpte pas, ou alors très mal. Et finalement, à l'époque, pour une abbaye bénédictine où justement rien n'était trop beau pour Dieu, il fallait quand même un décor sculpté de qualité. Et donc, ce qui est intéressant au Mont-Saint-Michel, c'est qu'on a retrouvé, ils avaient été déposés par les architectes en chef des monuments historiques au 19e. Et nous, on les présente dans l'exposition, mais les chapiteaux du transept, qui étaient des chapiteaux avec un décor feuillagé, d'animaux affrontés, assez classique pour l'époque, en pierre de Caen. Et enfin, le dernier matériau aussi très important, les deux autres matériaux importants, c'était le mortier. Donc pour lier toutes les pierres entre elles. Donc on pense qu'au Mont-Saint-Michel, en fait, on n'avait pas un chantier qui avait lieu toute l'année, parce que dans les périodes froides, en fait, le mortier ne sèche pas. Donc plutôt des chantiers sur la belle saison. Et le dernier élément, en fait, c'est le bois, absolument fondamental, puisque sur la voûte de la nef, on ne pouvait pas construire une voûte en pierre, donc comme je vous l'expliquais pour ces questions de stabilité, de crypte, etc. Et donc on a une voûte en bois, et la voûte servait aussi en fait pour faire les échafaudages, puisque sans échafaudage, on montait pas la pierre. Et oui, Mathilde Labattu, vous êtes co-commissaire avec Brigitte Galbrin de l'exposition La demeure de l'Archange, 1000 ans d'histoire et de création à l'occasion du millénaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Dans cette histoire de chantier, parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce sont, et vous l'avez rappelé avec beaucoup de justesse, des matériaux, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler toute l'année, et puis c'est surtout une histoire de chantier qui ne se termine jamais. Dans le Mont-Saint-Michel, Henri de Camp, on n'a pas un début et une fin de chantier, c'est pas comme ça que ça doit se concevoir. Théoriquement, l'église abbatiale
elle a été construite entre 1023 et 1084, 1085, mais l'église était à peine terminée qu'une partie du côté nord s'est effondrée. Et donc on l'a réparée. Mais en 1103, c'était au milieu de la nuit. Les moines, heureusement, étaient en train de chanter les vigiles. Mais quelques moines étaient quand même dans le dortoir parce qu'ils avaient obtenu l'autorisation de se passer, de ne pas aller aux vigiles, les vigiles qui étaient chantés vers 1h du matin. Et en 1103, tout le côté nord de la nef s'est effondré sur une grande partie du dortoir, mais pas sur la totalité du dortoir, miracle. Les moines qui étaient dispensés de vigile étaient dans la partie du dortoir qui n'a pas été détruite. Donc, toute une partie, Mathilde a dit que on travaille pas beaucoup l'hiver parce que le mortier séchait difficilement, et sans doute a-t-on eu des problèmes de mortier. Ça explique peut-être l'effondrement du côté nord de la nef qui a été réédifié à partir des années 1130, 1135 à peu près. L'architecture du Mont-Saint-Michel est-elle facile à comprendre? On le voit comme ça, on se dit mais quelle cohérence absolue, mais alors que ça traverse les siècles. Mathilde Labattu, c'est très dur à comprendre le Mont-Saint-Michel en réalité. Alors c'est à la fois, moi ce que j'aime beaucoup au Mont-Saint-Michel, c'est que à la fois c'est très compliqué et à la fois quand on entre dans l'abbatiale, il y a quelque chose de très fluide en fait. Les lignes sont très harmoniques, l'endroit est beau en fait et on a une impression d'homogénéité. Et par contre, quand on est commissaire d'expo, quand il faut expliquer les différentes périodes de construction sur un texte de 10 lignes, là on commence à rigoler. Donc effectivement, quand on entre dans la nef, déjà il faut savoir qu'on entre dans une nef qui est pas complète. Il y a une partie de la nef qui s'effondre au XVIIIe siècle, donc il y a une tour il y a une des dernières tours, parce qu'il y en avait deux, il y a une tour qui tombe et on rabat en fait, on enlève 2 ou 3 travées. Ensuite vous arrivez donc dans la croisée du transept. On se dit ce chef-d'œuvre de l'art médiéval, pas du tout. La croisée du transept, en fait, vous êtes au XIXe siècle. C'est Victor Petitgrand, c'est celui qui va mettre en fait la flèche sommitale avec l'archange, etc. Donc déjà croisée du transept, vous avez plus grand-chose de médiéval. Les transepts, par contre, les bras du transept, là, on est sur quelque chose qui pourrait encore être plus de ce qui reste de l'abbatiale romane. Et enfin, vous arrivez dans le chœur. Et le chœur, effectivement, là, c'est pas du tout roman. En fait, vous êtes au cœur du gothique flamboyant, avec un chœur qui a été reconstruit donc suite à son effondrement. Et à partir de 1430, 1440. Et tout ça s'enchaîne dans une très très belle continuité visuelle, mais beaucoup plus difficile sur le plan historique. Henri Decamps, c'est un résumé de l'histoire de l'architecture, là, sur un temps très long. Oui, vous disiez que c'était pas facile de se repérer au Mont-Saint-Michel. C'est vrai que c'est un véritable labyrinthe parce que les bâtiments conventuels, donc les bâtiments d'habitation des moines, au lieu d'être construits autour d'un cloître, sont construits à un niveau égal, mais le plus souvent inférieure à l'église. Et donc, les salles, au lieu de s'ordonner horizontalement autour d'un cloître, les salles se superposent. Et les salles supérieures étant au niveau de l'église. Mais les autres sont au-dessous. Et donc, c'est vrai qu'on passe d'un bâtiment à l'autre, on tourne autour de la pointe du rocher, on change de niveau. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. C'est un véritable labyrinthe, mais ça fait partie aussi du charme de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est ce charme-là qui est extrêmement plaisant avec ce labyrinthe né de la contrainte. Il faut s'adapter, c'est bien ça. Oui, tout à fait, oui. Et on ne peut pas faire autrement, quand on pense au Mont-Saint-Michel, à se projeter sur ce que nous connaissons des autres bâtiments. Et vous l'avez dit, il y a comme un cahier des charges à suivre. Alors, on ne parle pas encore d'architecte, mais les bâtiments un peu partout suivent plus ou moins le même plan. On va retrouver ça, en fait, sur le Mont-Saint-Michel, avec les mêmes espaces dédiés aux mêmes activités, sauf que c'est pas dans le bon sens, parce que c'est sur un rocher. Et puis, les bâtiments sont d'époques différentes, parce qu'on a d'abord construit un monastère roman à la fin du XIe siècle. Il a été agrandi au XIIe siècle, mais en 1204, la Normandie a été rattachée au domaine royal capétien par le roi de France, Philippe Auguste. Et Philippe Auguste a conquis la Normandie
parce que le duc de Normandie était aussi roi d'Angleterre, Jean Santerre, et Jean Santerre est resté en Angleterre. Et dans sa conquête, il était aidé par des soldats bretons qui ont tenté de prendre le Mont-Saint-Michel, et ils l'ont pris assez facilement parce que le mont n'était pas très très bien défendu. Il y avait des palissades en bois tout autour. Donc ils ont mis le feu aux palissades, et le feu s'est communiqué à l'abbaye. Et une partie de l'abbaye romane a alors disparu. Ah oui, parce que la période de guerre détruit une partie du mont, mais quand surgit-il? Allez savoir, une merveille. Yves-Marie Froidevaux, vous êtes l'architecte responsable du mont. Oui, j'ai été chargé du Mont-Saint-Michel il y a une vingtaine d'années environ. Alors, au Mont-Saint-Michel, il y a eu un fait historique qui a eu une très grosse influence sur l'architecture de l'abbatiale. C'est le rattachement de la Normandie au royaume de France. C'est au début du XIIIe siècle que Philippe Auguste a repris la Normandie sous son autorité. Cela ne s'est pas fait tout seul, bien entendu. Il y a eu une guerre, il y a eu des luttes, et les alliés du roi de France, qui étaient les Bretons, ont pris d'assaut le Mont-Saint-Michel et y ont mis le feu. Eh ben voilà, c'était malin. Qu'est-ce que c'est que cette merveille Alors attendez, Henri de Camp? Contrairement à ce que dit Yves-Marie Froidevaux, qui était un grand architecte restaurateur du Mont, je l'ai bien connu et je l'aimais beaucoup. Mais la Normandie n'a pas été rattachée à la France parce qu'elle était déjà française. Le duc de Normandie, avant 1204, même s'il était roi d'Angleterre, pour la Normandie, il devait hommage au roi de France. Bon, mais c'est un détail, me direz-vous. Donc en 1204, les Bretons ont mis le feu au Mont-Saint-Michel. Toute une partie de l'abbaye a disparu ou était en assez mauvais état. On a restauré ce qu'on pouvait restaurer, et Philippe Auguste était un petit peu navré que ses alliés aient mis le feu au mont, et il a eu peur que l'archange se venge, et il aurait donné de l'argent, ce qui a permis aux moines du Mont-Saint-Michel de reconstruire sur les ruines un bâtiment si beau qu'on l'a surnommé assez rapidement la Merveille. Et ce qui est intéressant par rapport à la merveille, c'est que longtemps, en fait, on s'est effectivement appuyé sur en fait, c'est une source textuelle qui raconte l'histoire de l'incendie de Philippe Auguste, qui donne de l'argent, etc. Et à l'occasion de la restauration de la merveille, qui a eu lieu en 2022-2023 et qui a été réalisée par l'architecte en chef des monuments historiques François Jeannot, on a fait une étude en archéologie du bâti, c'est-à-dire qu'on est allé regarder en fait comment étaient montées les pierres ensemble, la maçonnerie, etc. Et on s'est aperçu que justement, et effectivement, la merveille en fait n'est pas construite d'un seul tenant, mais qu'elle repose en fait sur différents bâtiments plus anciens. Et donc on identifie entre 2 et 3 campagnes de construction, ce qui montre bien donc une implantation des moines à cet endroit pour des usages par contre qui restent peu connus, mais effectivement qu'on a toujours, en plus il y a au Mont-Saint-Michel, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours ce souci d'économie, c'est-à-dire que si on peut économiser de la pierre, on va économiser de la pierre, et donc on va construire sur ces fondations et on va sommer cette fondation du très beau cloître qu'on connaît actuellement. Économie de pierre, pourquoi? Parce que déjà il en faut pas trop, sinon c'est trop lourd et ça tient pas. Alors là pour le coup c'est plutôt, je pense, c'était plutôt des questions d'approvisionnement, c'est-à-dire que si on pouvait réutiliser ce qui existait déjà et en se disant là au moins on a les fondations, bah après du coup on pouvait construire dessus de façon plus en se prenant un petit peu moins la tête sur le plan économique. Alors c'est pas tout d'évoquer ces ouvriers qui construisent l'ensemble de ces bâtiments. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de passages au Mont-Saint-Michel. Alors, on peut déjà évoquer les moines qui y sont. Henri de Camp, sont des bénédictins? Alors, les moines du Mont-Saint-Michel, effectivement, depuis 965, sont des moines bénédictins, et les bénédictins vont rester jusqu'à la Révolution. Et ces moines ont été, ils sont arrivés à une douzaine. Et puis, au début du XIe siècle, ils étaient déjà 50. Et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, le grand abbé Robert de Torigny a fait en sorte qu'il y ait 60 moines. Donc, une communauté relativement importante. Et
Ces moines copiaient des manuscrits, les enluminaient, mais ils étaient aussi chargés d'accueillir les pèlerins qui venaient se placer sous la protection de l'archange. Donc dans les bâtiments de la merveille, il y a des salles qui sont réservées aux moines, mais il y a aussi des salles qui sont réservées à l'accueil des pèlerins, à l'accueil des pèlerins pauvres pour l'aumônerie et à l'accueil des pèlerins de marque, et notamment des rois de France qui sont venus en pèlerinage au Mont, dans la salle des hôtes. Et pour comprendre l'architecture du Mont-Saint-Michel, ces pèlerins doivent être pris en compte, parce qu'il y a ça aussi pour l'architecture, Mathilde l'a battu, il y a une circulation de ces pèlerins, et nous l'avons dit, ce mont c'est un labyrinthe, c'est complexe, donc l'architecture s'adapte aussi, ou en tout cas est pensée pour accueillir tous ces pèlerins. Il y a une thèse qui est actuellement en cours, qui est réalisée par une chercheuse qui s'appelle Florence Margot Schebel, actuellement, et qui justement, elle étudie ces questions de circulation, et elle s'interroge justement sur comment sur un espace aussi contraint on arrivait à la fois faire en sorte que les laïcs et les religieux ne se croisent pas forcément. Ce qu'on s'aperçoit en fait aujourd'hui, c'est que on est bien en peine en fait d'identifier toutes les circulations, parce que finalement il y a énormément de choses qui ont été détruites, notamment au moment où le Mont-Saint-Michel est devenu une prison, et puis ensuite quand il a été restauré par les architectes, Édouard Courroyer, etc. C'est des gens qui ont enlevé beaucoup des époques intermédiaires. Et vraisemblablement, entre le moment où les bénédictins, même au moment où les bénédictins s'installent, en fait, ils ne vont avoir de cesse que de construire, de reconstruire, de rechanger les accès. Et en plus, à partir du XVIIe siècle, il y a eu aussi des mauristes qui vont arriver. Donc les mauristes, c'est un courant réformateur qui trouve que justement la règle de Saint-Benoît est un peu lâche, et que du coup il va falloir un petit peu restructurer tout ça. Et eux, typiquement, vont faire des travaux absolument colossaux dans l'abbatiale, et ils vont être à l'origine de la construction d'un maître-autel absolument monumental, avec une sculpture en bois doré, etc. Des aménagements dont aujourd'hui, en fait, on n'a quasiment plus rien. Tout ce qui reste en fait du retable aujourd'hui, de ce retable monumental, c'est un Christ en croix qui est accroché en hauteur dans l'abbatiale, et dont on ne pourrait pas deviner l'histoire si on n'avait pas fait les études, les recherches dessus. Ah oui, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination au moment de visiter le Mont-Saint-Michel, au-delà de l'émotion que l'on ressent en tant que visiteur, parce que le site est sidérant. Henri Decamps, pour essayer de se projeter dans le passé, c'est dur quand même, parce que faut beaucoup de connaissances, faut une médiation. On parlait des guides conférenciers, mais c'est ça, le Mont-Saint-Michel, il y a tellement de transformations, tellement de chantiers, de micro-chantiers ou de chantiers gigantesques, que c'est difficile de comprendre l'état du mont à un moment donné. Et oui, effectivement. Et si on prolonge, nous arrivons à la guerre de 100 ans, et c'est pendant la guerre de 100 ans, en 1421, que le chœur roman s'est effondré. On a peut-être une explication à cet effondrement. Prévoyant un siège, on a construit une citerne au pied du chœur. Et on a sans doute affaibli les fondations de la crypte du chœur. Et c'est peut-être ce qui explique qu'en 1421, alors que les Anglais, installés sur le rocher voisin, tentaient de prendre le mont, le chœur s'est brutalement effondré. Alors bien sûr, on ne l'a pas reconstruit immédiatement, c'était impossible. Il a fallu attendre la fin de la guerre, mais pas tout à fait. Dès 1446, la guerre n'est pas tout à fait terminée, mais les Anglais ne sont plus très offensifs à cette époque. Et l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui est un grand personnage de l'Église, le cardinal Guillaume d'Étouteville, qui a fait toute sa carrière à Rome, mais qui était aussi abbé du Mont-Saint-Michel, qui est devenu archevêque de Rouen, qui a été aussi abbé de Saint-Ouen de Rouen. Ce cardinal Guillaume d'Étouteville lance le chantier de reconstruction du chœur, un chœur gothique flamboyant qui est un chef-d'œuvre de l'architecture de la fin du Moyen-Âge. Alors, ça coûtait sans doute très très cher, et le cardinal n'a jamais terminé le chantier. Le cardinal est mort en 1483. Il n'y avait que le premier niveau du chœur, et il a fallu attendre le début du XVIe siècle
les deux abbés, Jean et Guillaume Delan, pour qu'on termine le chœur en 1423. Tout le monde veut aller au Mont-Saint-Michel, mais oui, c'est là en que ça déroule. 1523, oui. Vous autocorrigez, Henri Decamps. C'est au Mont-Saint-Michel que l'on trouve les plus belles histoires de chœur. Cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet et Sam Bacchiast, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, le cours de l'histoire qui s'intéresse au chantier du Mont-Saint-Michel, ce mont au péril de la mer. Dites-nous, Mathilde Labattu, il y a cette exposition, la demeure de l'Archange, 1000 ans d'histoire et de création, mais le Mont-Saint-Michel, et on l'entend ici avec Oldelaf, se fige au 19e siècle comme cette figure romantique patrimoniale. Le Mont-Saint-Michel n'est plus un mont en chantier, en tout cas d'apparence, alors qu'il l'est toujours parce que sinon tout s'effondrerait. Mais ce mont-là, était-il celui que l'on connaît aujourd'hui, le mont qu'imaginaient ceux qui avaient la charge, les moines notamment? Est-ce qu'il y avait encore des idées de construction qui n'auraient jamais été réalisées? Il y a des, comme disait Henri, il y a des choses en fait au Mont-Saint-Michel que les moines avaient envisagées qui n'ont pas été construites. Au 19e siècle, déjà au 18e siècle, il y a des choses qui sont détruites. Il y a des choses donc la nef dont je vous parlais, une des tours de façade. Ensuite au 19e, il y a aussi il y a encore des effondrements, une partie des logis abbatiaux qui va s'écrouler au moment où le mont était utilisé comme une prison. Au niveau de la flèche aussi, la flèche c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît d'une évidence, qui fait partie du panorama qu'on va retrouver sur toutes les boîtes de gâteaux, etc. Mais en fait, cette silhouette très élancée, c'était pas du tout en fait quelque chose dont les hommes du Moyen Âge avaient la perception. Ça c'est la patrimonialisation du mont, c'est le moment où la prison est fermée. Donc la prison ferme en 1863. L'État reprend donc la gestion du bâtiment et engage en fait toute une série d'architectes et de travaux colossaux sur le mont. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période, en fait, les architectes se posent pas justement se posent la question de l'histoire du Mont-Saint-Michel uniquement par le prisme médiéval, c'est-à-dire que tout ce qui est 17e, tout ce qui est antérieur à ça, en fait, tout ça part. Et c'est pour ça qu'en fait, au Mont, typiquement, la prison n'est pas visible, alors que ça a été une activité monstrueuse dans l'histoire de l'édifice. Et on ne peut, aujourd'hui, les seuls témoins visuels qui restent de la prison, par exemple, c'est des portes avec des graffitis des prisonniers qui sont au fin fond de couloirs inaccessibles au public, et c'est tout ce qui reste de la prison. Donc ça, déjà, les architectes, voilà, ils l'enlèvent. Et en plus, ils considèrent que, notamment Édouard Courroyer, qui est donc le premier architecte du Mont-Saint-Michel, qui est un élève de Viollet-le-Duc, et qui va être aussi l'auteur d'ouvrages sur l'architecture romane et gothique, parce qu'à l'époque, en fait, on connaît pas, en fait, on découvre, en fait, cette matière réellement. Et il fait du Mont-Saint-Michel, en fait, un monument type. Donc déjà, lui, il aime pas trop, il le dit dans ses écrits, lui, déjà, il aime pas trop l'architecture gothique. Il trouve que c'est pas vraiment le meilleur de l'architecture française. Pour lui, sa période de prédilection, c'est le roman. Et donc, tous les travaux qu'il va entreprendre, ça va être pour retrouver l'authenticité romane. Si bien qu'après ses successeurs, donc tels comme Victor Petitgrand, alors Victor Petitgrand, lui, il va dire non, le Mont-Saint-Michel, c'est le gothique, vu que on va faire une flèche néo-gothique. Et ensuite, nouvelle théorie. Et ensuite, on va avoir un architecte, Paul Gou, au début du XXe siècle, qui, lui, va avoir une démarche beaucoup plus archéologique, qui va aller beaucoup plus réfléchir en se disant, si on n'aime pas l'histoire, en fait, faut pas arracher toutes les pages du livre, faut quand même tout garder, c'est ça qui fait l'histoire du monument. Donc là, on commence à être un petit peu moins intrusif, mais dans les années 1990, il y a un architecte majeur pour le Mont qui s'appelle Pierre-André Lablode, et lui, en fait, il va parler en disant que le Mont-Saint-Michel, de toute façon, c'est un monument laboratoire, parce que justement, c'est un monument sur lequel on va appliquer des théories, et puis en fait, finalement, on va se dédire de ces théories, et puis finalement, on va revenir sur d'autres idées, et c'est ça qui fait en fait aujourd'hui toute la richesse de l'édifice. Et pardon, j'ai fait une réponse très très longue, mais pour vous dire la conclusion, c'est
effectivement, c'est pas le monument médiéval dont les moines avaient connaissance. Oui, c'est vraiment ça qu'il faut souligner, Henri Decamps, et la réponse n'était pas longue, elle était juste pertinente. Cette histoire du Mont Saint-Michel, cette histoire de chantier, en fait, ce sont des millénaires de chantier. Le Mont Saint-Michel figé tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est très court dans le temps. Oui, alors l'image du Mont Saint-Michel, elle a évolué parce que à l'origine, la nef était 2 fois plus longue. Et au XIIe siècle, l'abbé Robert de Torigny avait ajouté 2 tours de façade. Et donc, on n'avait pas même s'il y avait une flèche, il y en a eu plusieurs. Mais Benjamin Franklin n'avait pas encore inventé le paratonnerre, et donc toutes les flèches médiévales qui étaient des flèches de bois couvertes de plomb, comme celle qu'on est en train de reconstruire sur Notre-Dame, eh bien, toutes ces flèches ont été foudroyées. Et à la fin du XVIe siècle, la dernière flèche a brûlé, et à cette époque-là, l'abbé, qui n'était plus un moine, mais qui était un abbé commendataire, qui touchait l'essentiel des revenus de l'abbaye et qui ne voulait surtout pas faire beaucoup de frais, l'abbé a décidé de ne pas reconstruire de flèches. Et puis à la fin du XVIIIe, on a détruit les 3 premières travées de la nef avec une tour de façade qui subsistait. Et lorsque Petit-Grand construit sa flèche néo-gothique, là on donne au mont une silhouette tout à fait idéal, absolument magnifique, mais une silhouette, oui, qui n'avait vraiment jamais existé, mais qui est vraiment superbe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend les débats en fait qui ont lieu, parce que Petit-Grand en fait va devoir présenter son projet en commission des monuments historiques pour le justifier. Pourquoi cette flèche, pourquoi cette hauteur, etc. Et en fait, dans un premier temps, il va aller à la commission des monuments historiques avec un projet de flèche romane. Ce qui va dire, voilà, le Mont Saint-Michel, c'est roman, il faut faire une flèche romane. Et en fait, il va revenir 1 an plus tard. Et 1 an plus tard, il va dire non, en fait, il faut une flèche gothique. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un pour vous faire un archange incroyable, Emmanuel Frémier, donc un sculpteur à l'époque qui est très très connu. Et en plus, l'archange de Frémier, c'était une œuvre en fait qu'il avait déjà réalisée et qu'il vendait déjà en atelier. C'est pas une création pour le Mont Saint-Michel. Et dans les débats de la commission, Petit-Grand en fait va dire il faut une flèche gothique parce que c'est ce que demande l'opinion publique. Et je trouve que c'est hyper intéressant cette notion d'opinion qui arrive comme ça dans un débat de restauration à cette époque-là, parce que vraisemblablement on se dit que il y avait quelque chose de une poussée à ce niveau-là, une poussée idéologique pour sommer, en fait, couronner en fait le monument. Le Mont Saint-Michel, en tout cas sa silhouette, répond aux attentes du moment où cette silhouette a été définie. Enfin, c'était quand même amusant de voir qu'en 1897, la République laïque, un peu anticléricale à cette époque, offre au Mont Saint-Michel une superbe statue de l'archange Saint-Michel. Alors, statue qui n'a pas été bénie, bien sûr, mais quand même, c'était assez étonnant. Et puis, c'était rappeler les origines même du mont avec... il n'y avait jamais eu de statue au sommet de la flèche. Sur les très riches heures du duc de Berry, qui nous montrent le mont tel qu'il était à la fin du XIVe siècle, et jusqu'au début du XVe siècle, il y avait une croix au sommet de la flèche. C'était beaucoup plus simple. Ce qui est certain, c'est que le Mont Saint-Michel traverse les siècles. Saint-Michel au péril de la mer. Depuis des siècles, l'extraordinaire construction, à la fois forteresse, ville et couvent, se dresse face à l'océan. Depuis des siècles, à combien de sièges résista le mont de l'Archange, nul ne le sait plus. Et aujourd'hui, sur les murs du mont Libéré, une cérémonie grandiose dans sa simplicité marque l'anniversaire de la reconquête. Voici 1 an, en effet, sous la poussée américaine venant de Fougères et d'Avranches, les Allemands abandonnaient la merveille. Le Mont Saint-Michel retrouvait son intégrité historique. Pour la première fois depuis 5 ans, du haut des remparts, la bénédiction sera donnée aux grèves fameuses qui subissent chaque jour l'assaut de la mer et subirent souvent l'assaut des hommes.
En août 1945, le Mont-Saint-Michel dans le journal des actualités françaises, avec toujours la question des sources. Seconde Guerre mondiale, vous nous l'avez dit, Henri Decamps, c'est la destruction des archives de la Manche. À Saint-Lô, oui, mais le Mont-Saint-Michel, lui, n'a pas été touché. Pourtant, Avranches, qui n'est pas très loin, a été bombardé. Saint-Malo, qui est un petit peu plus loin, a été également sauvagement bombardé. Le Mont-Saint-Michel a été préservé, sans doute protégé par son archange. Ah bah, on va dire que c'est l'archange qui l'a protégé. Mais dites-nous, Mathilde Labattu, quand on travaille sur cette histoire millénaire du Mont-Saint-Michel et particulièrement quand nous réfléchissons au chantier, les sources, là, c'est toujours très difficile. Qu'a-t-on, de quoi dispose-t-on pour connaître cette histoire, j'ai envie de dire, du quotidien du Mont-Saint-Michel? Alors pour les sources, donc vous avez déjà tous les textes fondateurs, donc la Révélatio, le De Batibus, donc qui sont des textes en fait des textes médiévaux qui ont été énormément étudiés par des chercheurs de l'université de Caen, notamment Pierre Bouet, François Neveu. Ensuite vous avez les textes des Mauristes au XVIIe siècle, donc dont Thomas Leroy, qui a écrit une des premières histoires sur le Mont-Saint-Michel. Et ensuite, on va passer sur les sources du 19e siècle, qui sont assez précieuses, à savoir toutes les archives, qui sont aux archives nationales sur la prison. Là, vous avez un travail assez remarquable qui a été fait, assez incroyable même, qui a été fait par Jérémy Allais, qui a compulsé en fait ces archives nationales. Et ensuite vous passez sur la période monument historique. Donc là vous allez avoir toutes les archives en fait des architectes en chef. Courroyer, quand il arrive au Mont-Saint-Michel, il travaille avec la photographie, ce qui est complètement incroyable dans les années 1870. Et il travaille avec un photographe qui s'appelle Durandel. Et Courroyer part du principe que la photographie est un outil de travail. Donc il va faire des campagnes de relevés photographiques du Mont-Saint-Michel, de son état avant les restaurations, avant son intervention, pendant son intervention. Et après. Et pour nous, aujourd'hui, ces photographies sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous donnent des vues de choses qu'on n'avait pas, qui ont disparu, qui ont été modifiées, etc. Donc vous avez toutes ces archives. Et aujourd'hui, vous avez énormément de chercheurs qui travaillent dessus. Il y a eu un colloque assez monumental en 1966 à l'occasion du millénaire de la Balsiale qui a dit beaucoup en fait sur la construction du Mont-Saint-Michel avec des études de justement Yves-Marie Froidevaux qu'on a entendu, donc qui était architecte en chef. Et nous, cette année, avec Christophe Manœuvrier et Fabien Paquet, qui sont tous les deux des chercheurs et maîtres de conférences à l'université de Caen, on a refait un colloque à Cérisy pour justement refaire un point sur toutes ces études, parce que aujourd'hui, en fait, nous, la grande différence par rapport à tous ces gens que je viens de vous citer, c'est qu'on a l'imagerie scientifique. On a de l'archéologie, on a des études en archéologie du bâti, etc. Et tout ça aujourd'hui, et puis il y a eu des fouilles. Donc en fait, on a du nouveau matériel à étudier, et tout ça fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut réétudier en fait tout ce que je viens de vous dire, toute cette bibliographie que je viens de vous donner à l'aune de ces nouveaux outils. Et le colloque était hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on peut encore découvrir des choses sur le Mont-Saint-Michel, remettre en cause des datations, voire ouvrir en fait sur des questions qu'on s'était jamais posées. Ce colloque, c'est 2023-2023, le Mont-Saint-Michel en Normandie et en Europe, nouvelles découvertes et nouvelles perspectives de recherche. Ce dialogue, mais constant, c'est ça aussi l'histoire entre les techniques d'aujourd'hui, l'accumulation de savoir et les sources anciennes. En 1048, Raoul, moine de Fécamp, homme d'une noblesse remarquable, se vit confier la direction du monastère et il œuvra énergiquement à la construction de l'église, élevant au-dessus du chœur les 4 piliers de la tour et, sur ces piliers, les arcs sur lesquels l'abbé Bernard fit par la suite édifier la tour. En 1060, Renouf, qui était depuis l'enfance moine du monastère du bienheureux Michel, devint l'abbé du lieu. Il accomplit un très grand nombre de belles réalisations. La nef de l'église, une galerie, le cimetière des moines, le porche situé au-dessus, le mur qui entoure le cloître et la demeure des couturiers. Il fit fabriquer des ornements, à savoir des candélabres, en argent ou recouverts d'or, un panneau d'autel et le mur nord de la forteresse montoise.
De Abatibus, nous sommes au XIIe siècle, des textes anciens. Le début De Abatibus a été rédigé sans doute par l'abbé Robert de Torigny lorsqu'il était prieur du Bec-et-Loing et lorsqu'il a été élu avec l'accord d'Henri de Plantagenet, c'était important, lorsqu'il a été élu abbé du Mont-Saint-Michel en 1154, eh bien, il a immédiatement rédigé les premières pages du De Abatibus, c'est-à-dire qu'il a indiqué tout ce que ses prédécesseurs ont fait. Et les successeurs de Robert de Torigny ont continué ce manuscrit jusqu'au début du XVe siècle. Et donc, c'est un document très précieux parce qu'il nous indique ce que chaque abbé a fait. Alors, bien sûr, Mathilde a cité tout à l'heure dont Jean Huynh et dont Thomas Leroy, donc des moines du XVIIe siècle qui ont écrit chacun une histoire de l'abbaye. Ils ont eu accès au De Abatibus, donc ils reprennent le De Abatibus, mais ils ont eu accès aussi à d'autres documents qui n'existent plus parce qu'ils ont brûlé en 1944. Mais c'est vrai que le De Abatibus, c'est une source très précieuse qui nous parle un petit peu des bâtiments conventuels romans qui n'existent plus, et notamment du cloître. Le cloître de l'époque romane, le cloître actuel, il est du XIIIe siècle, et le cloître de l'époque romane qui se trouvait sans doute à l'emplacement du cloître gothique, du cloître actuel. D'ailleurs, Mathilde l'a rappelé, quand on a restauré récemment les murs de la Merveille, les archéologues ont retrouvé des éléments romans jusqu'au niveau du cloître. Ce qui veut dire que vraiment, les bâtiments romans précédents montaient aussi haut que la Merveille. C'est une histoire qui s'écrit en 3 dimensions. Et c'est en cela que les outils contemporains sont très intéressants, Mathilde Labattu, pour comprendre cette architecture avec tant et tant de différentes phases de changement, de destruction, de reconstruction. L'outil informatique et vraiment cette image 3D, c'est ce qu'il nous faut pour comprendre le Mont-Saint-Michel. Oui, absolument. Moi, je rêverais en fait aujourd'hui que, qu'on monte un programme de recherche en fait c'était une des conclusions du colloque, donc j'y crois très très fort. Mais aujourd'hui, on a les outils aussi de SIG, donc d'information d'informatique géospatialisée, et c'est vrai que je me dis ça serait fabuleux en fait de se dire d'avoir un outil où justement on pourrait compulser toutes ces données, tous ces relevés, toutes ces photographies pour justement voir qu'à un moment, à un instant T, on pourrait se dire voilà toute la documentation qu'on a sur telle période. Et en plus, le principe de cet outil, et là c'est moi qui rêve en couleur, mais allons-y, ça serait de pouvoir le faire non seulement sur l'abbaye, mais en fait aussi sur le village, sur les bâtiments conventuels bien sûr, mais surtout sur le village, parce que le Mont-Saint-Michel, c'est un écosystème, en fait c'est un écosystème complet, et l'abbaye en fait a toujours fonctionné avec le village a toujours fonctionné avec l'abbaye, les maisons sont extrêmement anciennes dans le village, et je pense qu'on aurait tout intérêt à la fois pour les chercheurs, à la fois pour nous qui sommes les professionnels de la conservation, qui avons à cœur la restauration de ce monument, d'avoir à un moment toute cette donnée avec nous. Et puis pour les visiteurs aussi, parce que cette compréhension qui n'enlève rien à la visite classique, Henri de Camp, parce que cette visite-là, elle est aussi sensationnelle, et c'est pour ça que les résultats de la recherche profitent à tout le monde pour après marcher dans les rues du village et se rendre jusqu'à la Merveille, et décrire en fait. Oui, et on parle du village, et donc ce village, au Moyen-Âge, il était constitué de personnes qui logeaient certains pèlerins et qui vendaient surtout des souvenirs aux pèlerins. Et en 2000 ou 2001, je me souviens plus très bien, on a trouvé près de l'église paroissiale un atelier de fabrique de petits objets en plomb que l'on vendait aux pèlerins. Et on a retrouvé surtout des moules permettant de faire ces objets de souvenirs qui étaient vendus
aux pèlerins. Et puis après, on peut aller manger les moules de Bouchot, c'est juste à côté. Et oui, puis, oui. J'ai eu peur que vous me parliez d'omelette en plus, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Qui est liée à l'architecte Édouard Corroyer, car c'est la mère Poulard. C'était la femme de chambre de Madame Corroyer. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un guide conférencier. Merci vivement à tous les deux, Henri Decamps, Mathilde Labattu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi appelait-on les historiens les damnés de la thèse ? Le savoir que produit la science historique est alimenté en grande partie par des enseignants-chercheurs travaillant dans des universités. Pour pouvoir exercer ce métier, il faut avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat. Toutefois, l'histoire de l'histoire montre que l'importance attachée à cet exercice n'a pas toujours été le même. La thèse de Jules Michelet, l'un des plus grands historiens du XIXe siècle, soutenue en 1819, ne dépassait pas 26 pages. Il s'agissait d'une interprétation morale, stylistique et rhétorique des vies des hommes illustres de Plutarque. À cette époque, le doctorat n'était pas un diplôme sanctionnant la production des connaissances nouvelles grâce à un travail sur archives. Il visait seulement à prouver que le candidat maîtrisait les grands principes de la culture académique traditionnelle. Dans les décennies suivantes, des réformes ont été adoptées visant à rapprocher l'université française du modèle scientifique allemand. Mais le métier d'historien universitaire, tel qu'il subsiste encore aujourd'hui, n'a été institutionnalisé qu'au début de la Troisième République. Le combat mené en faveur de la laïcité a incité les républicains à défendre la science contre les croyances religieuses. Parmi les mesures prises pour concrétiser cet idéal, les réformes concernant la thèse ont joué un rôle essentiel. Désormais, pour obtenir le grade de docteur en histoire, il a fallu produire une recherche spécialisée fondée sur un travail d'archives de plusieurs années. Ce fut l'une des principales mesures adoptées par le pouvoir républicain pour renforcer l'autonomie des communautés savantes. Après la Seconde Guerre mondiale, une distinction a été établie entre le doctorat d'État, nécessaire pour devenir professeur d'université, et le doctorat de 3e cycle, permettant d'être recruté comme maître de conférences. Mais la féroce concurrence qui opposait les candidats pour l'accès au poste de professeur a poussé les historiens à produire des thèses de plus en plus volumineuses. La thèse d'État est devenue comme un chef-d'œuvre, au sens artisanal du terme, dont l'accomplissement pouvait prendre plus de 10 ans. C'est à ce moment-là que ceux qui s'auto-désignaient comme des damnés de la thèse ont commencé à déplorer la lourdeur de l'exercice. Après la victoire de François Mitterrand au présidentiel de 1981, la gauche leur a donné satisfaction en supprimant la thèse d'État pour la remplacer par l'habilitation à diriger des recherches. Cette réforme n'a pourtant pas fait l'unanimité au sein de la corporation, car ceux qui avaient sacrifié de longues années de leur vie pour respecter les normes anciennes ne voyaient pas toujours d'un bon œil qu'on le remplace par un système moins contraignant. Ayant moi-même bénéficié d'une réforme qui m'a permis d'échapper à la dure condition des damnés de la thèse, je ne voudrais pas donner l'impression que je partage l'avis des nostalgiques de la thèse d'État. Il faut néanmoins admettre que sa suppression a affaibli l'autonomie du milieu scientifique dans les universités et renforcé le poids de l'expertise focalisée sur des questions pédagogiques au détriment des critères d'ordre scientifique. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guiziou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.